Le programme de la soirée, donc là on est à l'introduction. Ensuite il y aura la première présentation qui doit durer à peu près une demi-heure. Ensuite une pause avec un quiz, donc pendant la pause vous pourrez recharger les verres. Il y aura un petit quiz, donc vous complétez le petit quiz et puis vous nous le donnez et à la fin il y aura un gagnant qui aura droit à des petits goodies. Ensuite, vers 20h40, la seconde présentation. Et puis, pareil, une demi-heure plus tard, les réponses au quiz et la conclusion. Fin de soirée à peu près estimée vers 21h30. Bonsoir à tous, merci d'être venus et merci à l'organisation de Pint of Science d'organiser ce type d'événement. Et donc, comme ça a été dit, effectivement, aujourd'hui, on va vous parler du muscle et de comment est-ce qu'il va s'adapter, comment est-ce qu'il va s'ajuster aux contraintes qu'on va lui soumettre. Et cette présentation, elle va être en deux parties, avec une première partie où je vais surtout m'intéresser à vraiment les fibres musculaires, donc les cellules contractiles du muscle, et une deuxième partie présentée par Alexandre Prola, qui lui s'intéressera à une sous-population des cellules du muscle, les cellules souches, et qui elles en fait vont être inactives et vont s'activer quand il va y avoir des dégâts cellulaires principalement pour aller réparer les fibres ou en créer de nouvelles. Donc voilà, c'est deux choses un petit peu complémentaires. Et pour commencer, vous savez tous que le muscle c'est un déterminant de la performance, mais c'est surtout, et c'est ça qui va nous intéresser en ce moment dans la recherche, c'est surtout un déterminant de la santé, où en fait dans de nombreuses pathologies chroniques, il y a vraiment une corrélation assez forte entre la masse musculaire et la survie des patients qui ont ces pathologies-là. Et ça va être le cas notamment dans le cancer du poumon, où quand les chercheurs ont catégorisé les patients au début du traitement en une population de patients qui allaient avoir une masse musculaire préservée, ici en noir, et une population de patients qui allaient avoir une masse musculaire altérée avec les pointillés, et ils ont montré qu'il y avait vraiment une forte différence du pronostic et de la survie de ces patients en fonction de leur masse musculaire. Et cette corrélation, elle est vraie dans le cancer du poumon, elle est aussi vraie dans beaucoup de cancers, dans des insuffisances respiratoires, dans le diabète, et surtout elle est vraie chez toutes les personnes supérieures à 60 ans, quel que soit leur statut, qu'ils soient malades ou qu'ils soient sains. En fait, si vous les catégorisez une population de patients, de sujets plutôt dans ce cas-là, avec une bonne masse musculaire versus une mauvaise masse musculaire, à nouveau on retrouve cette corrélation où après 3 ans de suivi, il y a quasiment 10% de différence dans la survie entre ces deux groupes. Donc ça fait qu'il y a vraiment un vrai effet de la masse musculaire. Et donc de comprendre le muscle et ses mécanismes d'adaptation, ça permet de mettre en place des stratégies pour augmenter la masse musculaire. Et en fait, ça a été montré qu'en la réaugmentant, on va les faire rejoindre le groupe des patients qui vont avoir une bonne masse musculaire et une bonne espérance de survie. Et le problème, c'est que comme ça paraît simple, il suffit de s'entraîner, il suffit de faire des choses un petit peu simples, et qu'en fait, le tissu musculaire, c'est un tissu qui est vraiment complexe, où il va y avoir déjà une dizaine de types cellulaires différents dans un muscle, avec des cellules tendineuses, des cellules en lien avec les vaisseaux sanguins, des cellules nerveuses, des fibres musculaires, des cellules satellites, etc. etc. Et qu'en plus de ces nombreux types cellulaires, il y a vraiment une architecture qui est un petit peu spécifique, qui est un petit peu complexe, où on est organisé sous forme de faisceaux. Et donc ça va être un groupe de fibres musculaires qui sont ici là détourées dans du blanc. Et en fait, ces faisceaux, ils sont composés, eux, de fibres musculaires qui sont vraiment l'unité contractile du muscle. C'est elle qui va permettre la contraction musculaire. Et quand on se focalise sur la fibre musculaire en elle-même, elle aussi, elle a une structure qui est complexe, où on va avoir une membrane comme toutes nos cellules, des noyaux cellulaires qui, eux, vont contenir le plan de fabrication des protéines qui vont constituer les cellules. Et après, dans la cellule musculaire, on a beaucoup de mitochondries, des réservoirs de calcium, des myofibrilles qui sont vraiment les complexes protéiques qui vont permettre à la fibre de se raccourcir et de générer la force et donc la contraction musculaire. Et donc ça fait que comprendre comment ce tissu il va être altéré par la pathologie ou par l'entraînement, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, parce que c'est un tissu hétérogène complexe, et parce que c'est un tissu hétérogène complexe. Ça semble. Et si on s'intéresse à la myofibrie, donc à ce complexe protéique qui va permettre la contraction, et en fait, schématiquement, ça peut être représenté comme ça, où ça va être des peignes qui vont un petit peu se mettre les uns dans les autres et qui vont succéder tout au long de la fibre musculaire, tout au long de la myofibrie et tout au long de la fibre musculaire. Et en fait, il va y avoir deux grandes protéines dans ces sarcomères, ça s'appelle. C'est les protéines d'actine, qui sont ici représentées en bleu, et les protéines de myosine, qui sont représentées en rouge.
Et en fait, ces protéines de myosine, c'est vraiment elles qui vont permettre la contraction musculaire, parce que c'est une tresse de protéines qui va avec des têtes qui dépassent ici, qu'on voit, je ne sais pas si vous les voyez du fond, mais donc on voit un petit, ici, là sur le bord. Et en fait, c'est elles qui vont pouvoir venir s'accrocher au filament d'actine pour pouvoir tirer dessus et raccourcir le sarcomère qui va coulisser comme ça l'un dans l'autre. Et ça fait qu'il y a une animation qui remonte un petit peu, donc les couleurs sont un petit peu passées, mais elle est toujours vraie, où on voit bien ici donc, cette tête de myosine qui vient vraiment se fixer sur le filament d'actine et qui va pouvoir tirer dessus pour raccourcir la fibre musculaire et générer de la force. Et ce qui m'intéresse, ce qui est le message intéressant à retenir de cette diapositive, c'est que c'est vraiment les protéines de myosine qui vont permettre essentiellement la contraction musculaire et le raccourcissement des fibres musculaires. Et quand les chercheurs ils ont découvert ça il y a pas mal d'années maintenant, ça commence à remonter, et ben, quand ils se sont intéressés à ces filaments de myosine, et en fait ils ont découvert qu'il y avait plusieurs filaments de myosine possibles qui allaient être présents dans les cellules musculaires. Et globalement, on va pouvoir les répartir en 3 grands types de filaments de myosine: les myosines de type 1, les myosines de type 2A et les myosines de type 2X. Et si on regarde au niveau des fibres musculaires, et bien en fait, il y a des fibres musculaires qui vont être composées uniquement de myosines de type 1, des fibres qu'avec des myosines de type 2A et des fibres qu'avec des myosines de type 2X. Et donc, on va considérer que c'est des fibres 1, des fibres 2A et des fibres 2X. Et ce qui est intéressant, c'est que le diamètre de ces fibres musculaires, et bien en fait, il va être différent avec les fibres de type 1 qui sont beaucoup plus fines que les fibres de type 2X. Et donc, quand ils ont vu qu'il y avait des différences morphologiques, ils se sont dit il y a peut-être aussi des différences de fonction. Et donc, ils ont isolé des fibres à partir d'un muscle et ils les ont électrostimulées pour pouvoir regarder la force qu'elles étaient capables de générer. Et ils ont maintenu l'électrostimulation pour voir au cours du temps comment évoluait cette force qu'elles étaient capables de générer. Ouais. Tout le monde a ces 3 types de fibres ou c'est... Tout le monde a ces 3 types de fibres. Par contre, il y a des répartitions qui vont être différentes. J'en parle un petit peu après. Et ouais, nous, l'être humain, il a ces 3 types de fibres. Et donc, quand ils les ont électrostimulés, ils ont vu que les fibres de type 1, elles généraient une force qui était assez faible et qui par contre allait être absolument constante au cours des 2 minutes d'électrostimulation. Alors par contre, les fibres 2A, elles allaient être un petit peu plus fortes que les fibres 1, mais qu'on avait plutôt une légère diminution de la force de contraction et donc une petite fatigue qui allait se mettre en place au cours des 2 minutes. Et les fibres de type 2X, elles étaient beaucoup plus fortes que les autres, par contre elles étaient aussi beaucoup plus fatigables. Et pour rejoindre un petit peu la question, donc effectivement, chez l'homme, on a tous ces 3 types de fibres. Et ce qui est intéressant, c'est que chez l'animal, il y a une 4e type de fibre, les myosines de type 2B, que nous, on n'est pas capable d'exprimer, et qui sont encore plus rapides, mais aussi un peu plus fatigables que nos fibres de type 2X. Et c'est pour ça que si vous avez des animaux de compagnie, en général, ils sont vraiment plus rapides que nous. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont accès à un type de fibre que nous, on n'a pas accès et qui fait qu'ils sont plus rapides. C'est pour ça que le jaguar, le guépard, il peut atteindre une centaine de kilomètres/heure à la course à pied. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu donc, avec ce schéma-là, on voit qu'il y a vraiment une relation inverse. Je vais attendre un peu. Ah. Bonjour. Bonjour. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, si on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a vraiment une corrélation inverse entre la capacité d'endurance des fibres, qui plus elles vont être composées et fines et composées de fibres de type 1, plus les fibres vont être endurantes, et la force qu'elles vont être capables de générer, qui va dépendre de leur diamètre. En fait, les grosses fibres sont capables de générer beaucoup de force, et les petites fibres sont plutôt des fibres endurantes. Oui. Est-ce que les fibres musculaires, elles ont d'autres particularités, rôle que la contraction musculaire, enfin contraction et attraction musculaire? Oui, alors en fait c'est quelque chose qui est un champ disciplinaire qui est relativement récent. Où, pourquoi est-ce que quand on maintient sa masse musculaire, on améliore sa survie? C'est qu'en fait elles ont vraiment un rôle métabolique très très important parce que c'est le tissu de l'organisme qui consomme le plus d'énergie par jour. Et donc ça fait que métaboliquement il est très très actif, il va relarguer plein de petites molécules dans l'organisme. Et il est aussi capable de produire des protéines qui vont être sécrétées dans le sang et qu'on appelle des myokines. C'est un concept qui date du début des années 2000, qui est assez récent. Et ces myokines, en fait, elles vont pouvoir aller stimuler d'autres cellules autour et pour améliorer des paramètres de ces cellules-là. Et notamment, il y a beaucoup de liens, beaucoup de recherches sont faites entre l'axe, entre le fonctionnement du cerveau et le muscle. Ça a vraiment été montré qu'au cours du vieillissement, on améliorait la fonction intellectuelle en améliorant la fonction musculaire.
Donc, ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, c'est qu'on a différents types de fibres et que chaque type de fibre, il va être spécialisé soit en force, soit en endurance. Et quand on regarde un peu la répartition de ces différents types de fibres, en fait, il y a deux choses qui vont l'influencer. La première, ça va être en fonction du type de muscle qu'on va regarder et de la fonction de ce muscle. Si on s'intéresse au mollet, on a plusieurs muscles donc, sur cette partie basse de la jambe, avec notamment le gastrocnémien, c'est les jumeaux qu'on voit qui sont assez superficiels derrière le mollet. Et eux, ils sont principalement sollicités durant les sauts, et donc c'est vraiment leur dominante principale, ça va être des contractions très intenses et très courtes, et donc plutôt des contractions associées à la force. Alors par contre, le muscle solaire, lui, c'est un muscle qui est dit postural. Il est caché ici, il est derrière entre l'os et le gastrocnémien, on ne le voit pas. Et en fait, lui, toute la journée, il va faire des petites contractions d'ajustement pour maintenir ma posture verticale et éviter que je tombe. Et donc lui, c'est plutôt un muscle qui a besoin d'être très très endurant et assez peu puissant. Et en fait, donc ça, c'est des résultats qui sont issus d'animaux. Donc vous allez voir pourquoi est-ce que je précise maintenant. Et en fait, en laboratoire, on est capable d'utiliser des anticorps qui vont être spécifiques sur des myosines, qui vont pouvoir reconnaître spécifiquement des myosines avec un fluorophore, ça s'appelle, et donc on va pouvoir faire briller dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge les différents types de myosines. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici, où après, il faut aller regarder au microscope, où là, en vert, vous avez les fibres de type 1, en jaune, vous avez les fibres de type 2A, en rouge, ici, on ne la voit pas très bien, mais elle est quand même là, vous avez une fibre de type 2B, donc c'est forcément un animal, sinon c'est pas possible. Et après, en noir, ici, en non coloré, vous avez les fibres de type 2X. Et donc on voit que majoritairement, notre muscle gastrocnémien, il a très très peu de fibres de type 1, alors par contre, le muscle solaire, lui, il a beaucoup de fibres de type 1 et un petit peu de fibres de type 2A. Et ça, c'est vraiment lié à sa fonction dans l'organisme. Et il y a un autre paramètre qui va influencer ça, ça va être le patrimoine génétique qu'on va tous avoir à notre naissance, où en fait, il y a des gens qui naturellement vont avoir beaucoup de fibres de type 1 dans leurs muscles, et il y a des gens qui vont plutôt avoir beaucoup de fibres de type 2X, et des gens qui sont un petit peu mixtes au milieu. Et ça va avoir une conséquence sur le phénotype que vous allez avoir et sur la facilité que vous allez avoir dans certaines disciplines sportives. Je précise. Et notamment, les gens qui sont assez longilignes et assez fins, en général, ils ont plutôt des fibres de type 1 qui sont des fibres avec des faibles diamètres, donc ils ont des petits groupes musculaires. Et par exemple, les Kenyans qui sont très forts au marathon, ils ont à peu près 80% de fibres de type 1 dans les quadriceps, donc ils sont vraiment designés pour les activités d'endurance. Alors par contre, lui qui était l'homme le plus fort du monde pendant quelques années, il ne doit pas avoir beaucoup de fibres de type 1, et ça fait que forcément, même s'il voulait devenir marathonien, il y a peu de chances qu'il rentre dans l'élite mondiale un jour. Et ça maintenant, donc on a vu les... Pardon oui. J'ai une question. Existe-t-il, selon vous, une limite physiologique fondamentale imposée par les isoformes de myosine rapide, indépendamment de l'entraînement ou de l'adaptation neuronale? C'est une très bonne question. On a le Twitch qu'on mérite, mais elle n'est pas de moi celle-là. Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question, mais il y a une limite en tout cas, si c'est ça qu'il entend, il y a une limite qui est physiologique, c'est qu'on peut très difficilement faire changer nos types de fibres. Et qu'en fait, c'est possible dans un sens, on peut transformer des fibres de type 2X en pseudo-fibres 2A et 1. Par contre, dans l'autre sens, c'est impossible, parce qu'en fait, c'est le motoneurone qui va déterminer le type de fibre, et que les motoneurones alors c'est un petit peu complexe, les motoneurones des fibres 2X, ils ont une fréquence d'innervation qui est beaucoup plus rapide que les motoneurones de type 1. Et ça veut dire que si je transforme une fibre de type 1 en fibre de type 2X, je ne suis plus capable de la faire se contracter parce que le motoneurone il n'arrive pas à l'activer. Donc en fait, c'est une situation qui est inutile et impossible. Alors que dans l'autre sens, c'est possible, mais c'est très compliqué. Et à chaque fois que votre athlète, enfin vous allez vous blesser, vous allez dormir, naturellement, votre motoneurone il va chercher à ramener votre fibre à son type à lui, qui est le fibre 2X. D'accord. Donc ça fait qu'on peut progresser quand même fortement dans la discipline, mais on ne sera jamais concurrentiel par rapport à l'élite mondiale. Ok. Et ces différents types de fibres, ils vont pouvoir s'appuyer sur différentes sources d'énergie, puisque de la contraction musculaire, forcément, ça nécessite un apport en énergie dans la cellule. Et en fait, on a, comme dans toutes ces cellules de notre organisme, on a 3 types d'apports en énergie possibles, 3 filières énergétiques possibles, et qui vont pouvoir se représenter comme ça, avec le volume du réservoir qui va correspondre à la capacité de la filière, ça va être la quantité totale d'énergie stockée dans la filière énergétique, et la vitesse à laquelle on va pouvoir mobiliser cette énergie, ça c'est la capacité c'est la puissance de la filière, et ça va être représenté plus ou moins par la taille du robinet, et donc à la vitesse d'écoulement du liquide. Et ça, typiquement, ça pourrait représenter la filière aérobie,
Et donc ça va être la filière avec laquelle on va utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie avec les glucides et les lipides. Et c'est vraiment la filière majoritaire de l'organisme sur la totalité de notre vie, à 99,9%. C'est elle qui va fournir l'énergie à nos cellules. Et sauf que, vu qu'elle a une faible puissance, il y a des situations où on a besoin d'aller au-delà de ces limites physiologiques liées à l'utilisation de l'oxygène. Et on va pouvoir solliciter deux filières qui n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner, les filières anaérobies. Et il va y avoir l'anaérobie lactique, qui elle va avoir une capacité moyenne, d'accord, de l'ordre de quelques minutes, et par contre un débit, une puissance beaucoup plus importante, 2 fois plus importante que la filière aérobie à peu près. Et après, dans les situations avec des contractions encore plus intenses, il y a la filière anaérobie alactique, qui elle a une capacité d'une dizaine de secondes, donc c'est vraiment pour les efforts très très courts, et qui par contre a une puissance qui va être 4 fois plus importante que la filière aérobie. D'accord ? Et quand les chercheurs ils ont regardé les protéines associées à cette filière et à cette filière dans les différents types de fibres, ils se sont rendus compte que, de manière assez logique, les fibres de type 1, qui sont les fibres endurantes, elles sont très spécialisées dans l'utilisation des substrats avec la filière aérobie. L'anaérobie lactique, plutôt les fibres de type 2A, et l'anaérobie alactique, les fibres 2X. D'accord ? Donc, c'est qu'il y a vraiment un lien entre la fonction et la capacité de la cellule à subvenir à ses besoins énergétiques. Moi, j'ai une question. Oui. Concrètement, je me fais attaquer par un chien, c'est le troisième robinet qui se met en route et ça se fait indépendamment de la volonté, automatiquement, chez tous les individus pareils. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est quelque chose qui se fait indépendamment de la volonté et qui est plutôt un avantage évolutif parce qu'en fait, quand on se faisait encore courser par des prédateurs, très probablement, la capacité à pouvoir solliciter ces filières anaérobies, ça permettait d'aller un petit peu plus vite et puis de s'en sortir. Oui. Moi, j'avais une question par rapport aux quantités que vous dites. C'est par rapport à quoi? Parce qu'on apprend qu'avec la respiration, on fabrique beaucoup plus d'ATP pour une molécule de glucose avec de l'oxygène qu'en anaérobie où on fabrique beaucoup moins d'ATP. Oui, exactement. C'est vraiment c'est ce raisonnement qui est là où en fait, alors ça c'est vrai pour anaérobie et anaérobie lactique où pour les deux le substrat commun c'est les glucides. Enfin, c'est un substrat commun, en tout cas entre les deux, c'est les glucides. Et effectivement, le fait de pouvoir le faire rentrer dans la mitochondrie, il y a 6 liaisons carbone sur un glucide. Et à chaque fois qu'on va casser une liaison carbone, on va pouvoir libérer un petit peu d'énergie. Donc, on va pouvoir libérer à peu près 38 ATP. Alors, par contre, si ça s'arrête dans le cytosol, parce qu'il y a une production qui est trop importante pour réussir à rentrer dans la mitochondrie, en fait, là, on ne produit plus que 4 ATP. Et donc, ça limite ça pas mal. Et ça fait que ça limite la capacité, puisqu'on va avoir une acidose métabolique qui fait que la filière, elle ne va plus pouvoir fonctionner. Alors que là, la limite, c'est l'épuisement des réserves en substrat, en lipides et en glucides, et qu'on a à peu près 100 000 kcal de lipides et 1600 kcal de glucides. Et donc ça fait qu'avant d'arriver au bout, on peut consommer un paquet de kilocalories et faire une sacrée distance. Mais du coup, je ne comprends pas le lien avec la puissance montée sur le graphique. Pour pouvoir, la puissance, ça va être la quantité de substrat que tu as dans l'organisme. Donc ça fait que pour la filière aérobie, ça va être les lipides et les glucides. Donc c'est 100 000 kilocalories en moyenne. Pour la filière anaérobie lactique, sa capacité, ça va être de résister à l'acidose musculaire liée à l'accumulation de lactate parce que tu sollicites la filière. Et ça, dès que le pH musculaire chute, tu n'es plus capable de continuer à dégrader du glucose. Et donc là, c'est très peu en termes de kilocalories. Ok ? Et après, pour la filière anaérobie lactique, là, c'est la phosphocréatine. Et ça, c'est la quantité de phosphocréatine qu'on a dans nos cellules, elle est vraiment toute petite. Donc, ça fait qu'on a une autonomie qui est très, très courte. OK ? Et donc, ça fait que si on reprend un petit peu ces filières, en fait, il y a un lien assez logique avec nos capacités de performance qui rejoint un peu la question d'avant. En fait, si vous demandez à quelqu'un de courir le plus vite possible sur une durée déterminée, globalement, quand il va courir 10 secondes, il arrivera à courir plus vite que quand il va courir 2 minutes, plus vite que 10 minutes et plus vite que 2 heures. D'accord ? Et ça, si on reprend nos filières, le schéma de nos filières, on retombe exactement sur les puissances et les capacités des filières avec, durant la phase de sprint, vous allez solliciter l'anaérobie lactique. Et dès que celle-ci va s'épuiser, vous allez naturellement faire la transition vers l'anaérobie lactique, puis vers l'aérobie. Et vu que la puissance de ces filières est plus basse, en fait, globalement, votre vitesse de course, elle va diminuer. Et ça, grâce à l'entraînement, en fait, vous allez pouvoir hypertrophier votre filière anaérobie lactique, par exemple, comme chez un sprinter. Et donc, vous allez améliorer votre vitesse de course et votre capacité de la filière, donc votre temps que vous êtes capable de maintenir à haute vitesse. Et par contre, un marathonien, lui, va plutôt travailler la filière aérobie et donc il va améliorer son temps de course à la fin à partir de 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est bon pour vous ?
Et qu'en fait, ces adaptations à l'exercice, elles se basent toutes sur ce même principe, c'est que vous avez un niveau initial, ici, et en fait, quand vous allez faire une séance d'entraînement, vous allez fatiguer votre organisme, vous allez faire un stress cellulaire, et ça fait que la cellule, quand elle va être stressée, elle va stimuler ses systèmes d'adaptation pour mettre en place des adaptations qui vont contrebalancer le stress que vous venez d'impliquer sur la cellule. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la récupération, et vous allez arriver derrière même à une phase de surcompensation, où votre niveau il va être meilleur après la séance d'entraînement qu'avant la séance d'entraînement. Et ça, c'est suivant les entraînements, c'est 24 à 48 heures après, on est un petit peu plus performant qu'avant la séance d'entraînement d'avant. Et cette adaptation, il y a deux situations. Soit vous arrêtez de vous entraîner et vous allez revenir à votre niveau originel, soit vous faites une autre séance d'entraînement et là, vous allez progresser encore un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, etc. etc. Et ça, c'est vraiment le principe de l'entraînement et c'est une répétition d'exercice qui fait qu'à chaque fois, votre cellule elle va s'adapter un petit peu au stress que vous allez lui appliquer durant la séance d'entraînement. Et en fait, le but de l'adaptation, au niveau de la cellule, en tout cas pour la cellule en elle-même, c'est vraiment de prévenir le stress cellulaire si cette situation venait à se reproduire. En fait, la cellule, elle a un objectif dans sa vie, si elle devait en avoir un, ça serait de rester dans sa zone de confort qu'on appelle l'homéostasie cellulaire. Et en fait, cette homéostasie, en permanence, elle va faire des petits ajustements pour vraiment rester au milieu et être pas stressée. Et quand vous allez faire une séance d'entraînement, qu'est-ce qui va se passer? Vous induisez un stress. Ça peut être un stress de différentes natures, ça peut être un stress mécanique avec les contraintes mécaniques, un stress énergétique parce que vous épuisez vos réserves, etc. etc. Et ça fait que face à ce stress, elle va mettre en place les adaptations qu'on a vues précédemment. Et si vous refaites exactement le même exercice, en fait, la fois d'après, elle sera un petit peu moins stressée. Et si vous refaites encore le même exercice, elle sera un petit peu moins stressée, etc. etc. Ouais. Donc ça n'augmente pas la zone de confort, c'est juste ça permet de ramener l'exercice dans la zone de confort. Oui, exactement. Ça permet de ramener l'exercice dans la zone de confort. Mais ça fait que c'est intéressant d'avoir ça en tête, c'est que ça veut dire que si vous faites une séance d'1 heure à 10 km/h, par exemple, en fait, peut-être pendant les 2 premiers mois, vous allez progresser. Et après, vous allez atteindre un plafond, vous ne progresserez plus. Et le seul moyen de progresser, on l'a tous déjà fait, ça va être de se mettre à courir à 11 km/h ou de courir 1 heure et demie. Mais en tout cas, il faut augmenter le stress cellulaire pour réinduire une adaptation au niveau de la cellule musculaire. Et ces mécanismes d'adaptation, il y en a plusieurs qui coexistent en parallèle. Et il y en a toute une partie qui va être commune. D'accord ? Et donc ça va être par exemple la synthèse de protéines. Vous allez réparer les protéines qui ont été abîmées. Enfin, pas les réparer, en fait, vous allez les changer. Vous enlevez celles qui sont abîmées, vous les remplacez par des nouvelles protéines. Vous allez justement activer ces fameuses cellules satellites, ces cellules souches du muscle, qui vont permettre de réparer les fibres musculaires. Vous allez avoir des adaptations au niveau des neurones, au niveau des défenses antioxydantes, anti-inflammatoires, au niveau du système des os et des tendons, etc. etc. Tout ça, c'est des adaptations communes. Par contre, en fonction de la filière que vous allez solliciter, vous allez avoir des adaptations spécifiques à ce que vous travaillez. Avec, par exemple, si vous faites une séance qui sollicite le métabolisme aérobie, vous allez modifier la capacité oxydative, donc les mitochondries qu'il va y avoir dans les cellules, les vaisseaux sanguins qui vont permettre d'amener plus d'oxygène au niveau des muscles. Pour les exercices anaérobie lactique, vous augmentez le nombre d'enzymes qui permettent de dégrader les glucides. Vous améliorez votre tolérance au lactate. Sur les exercices d'anaérobie lactique, par exemple, vous allez faire une hypertrophie des fibres musculaires rapides qui fait que comme elles vont être plus grosses, elles vont être capables de faire plus de ponts d'actine-myosine et donc de générer plus de force. C'est pour ça que sur les exercices de force, on prend de la masse musculaire. Mais en autre mécanisme commun à toutes ces adaptations, un petit peu en amont, c'est que à tout moment, quand vous allez avoir un stress, en fait, il va y avoir besoin d'un récepteur dans la cellule qui va détecter ce stress et qui va induire ce qu'on appelle une cascade de signalisation pour prévenir la cellule qu'il faut qu'elle s'adapte spécifiquement dans ce compartiment-là qui a été stressé. Et ça va impliquer un récepteur, donc des protéines intermédiaires qui vont aller jusqu'à une protéine qu'on appelle un facteur de transcription. Et ça, cette protéine, elle est capable de rentrer dans le noyau pour aller se fixer sur l'ADN et dire à la cellule, OK, c'est ce gène-là qu'il faut que tu exprimes pour répondre à l'adaptation dont j'ai besoin au niveau de la cellule. D'accord ? Et ça, ça va permettre de mettre en place ces adaptations. Ouais. Est-ce que si par exemple on grandit en faisant un sport en particulier et qu'après une fois adulte on a envie de changer totalement de type de sport, est-ce que le fait de s'être adapté à ce sport-là au début, ça change notre capacité à être performant dans le nouveau sport ? Alors j'ai une réponse double. Si c'est un sport qui sollicite un peu les mêmes filières, oui. Et si c'est un sport qui n'a rien à voir, c'est moins vrai. Par contre, ce qui est vrai, et ça rejoint sur les fameuses cellules satellites, c'est que en fait, la cellule musculaire, c'est la seule cellule qui est polynucléée. Enfin, c'est une des seules cellules qui a plusieurs noyaux dans la cellule, dans une seule cellule. Et en fait, quand on va faire du sport, on va augmenter le nombre de noyaux par cellule. Comme ça, on augmente notre capacité à produire des protéines et à ce que notre fibre, elle s'adapte à quelque chose. Et qu'en fait, la durée de vie d'une fibre musculaire, elle est assez longue. Et ça fait que quelqu'un qui a été sportif de haut niveau dans sa jeunesse, même s'il s'arrête pendant 10 ans,
quand il va recommencer à faire de l'activité physique, il aura plus de noyaux par fibre musculaire que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Et ça fait qu'il va progresser plus vite. Et ça, souvent, on se rend compte, les gens qui ont fait du sport jeunes, quand ils se remettent à faire du sport, très vite, ils sont très forts. Et en fait, c'est en partie lié à cette mémoire musculaire un petit peu de... J'ai encore de l'espoir, les curieux. Et donc les facteurs de transcription vont se fixer sur l'ADN et en fait ça permet d'introduire un mécanisme qui est assez nouveau, enfin qui a une trentaine d'années maintenant, une quarantaine d'années, pas si nouveau mais quand même pour la biologie c'est nouveau, et qui sont les facteurs épigénétiques et qui vont vraiment pouvoir réguler la capacité du facteur de transcription à augmenter l'expression des protéines et à faire varier l'expression des protéines. Et en fait ce facteur de transcription, enfin ces mécanismes épigénétiques, pardon, ils sont possibles parce que dans chacune de nos cellules, on a un brin d'ADN, donc c'est lui qui code c'est lui qui a le plan de montage de nos protéines qui composent nos cellules. Et bien, ce brin d'ADN, il fait à peu près 2 mètres de long. Et vu qu'on a 30 000 milliards de cellules dans notre organisme, en moyenne, chacun d'entre nous, ça veut dire qu'on a 70 000 milliards de kilomètres d'ADN à stocker dans notre organisme, ce qui fait une grosse distance. C'est 16 fois la distance entre la Terre et Neptune. Et en fait, pour réussir à stocker autant d'ADN dans nos cellules, dans les noyaux de nos cellules, eh ben, la nature a dû mettre en place un système de compaction très très important et qui est fait grâce à ça, où en fait ce brin d'ADN il va s'enrouler autour de protéines qu'on appelle les protéines histones, comme un collier de perles un petit peu, et qui fait que ça va vraiment pouvoir compacter l'ADN sous forme de chromosomes pour qu'il puisse rentrer dans le noyau. Et en fait, grâce à ce mécanisme de compaction, ben, on va pouvoir ajouter des petits marqueurs, des petits drapeaux sur nos protéines histones pour que l'ADN il s'écarte ou il se compacte dans certaines zones. Et ça, ben, quand il est dans cette situation où il est ouvert, alors on voit très mal, mais le brin d'ADN il est ici, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas sur le vidéoprojecteur. Quand l'ADN il est ouvert, par exemple, si on a une acétylation des histones, les histones ils s'éloignent et donc c'est beaucoup plus facile de lire ce brin d'ADN que quand il est compacté ici, donc c'est beaucoup plus facile d'exprimer les protéines en lien avec cette partie-là. Et ça, bah, ces mécanismes épigénétiques, ils ont vraiment été montrés comme essentiels dans quasiment toutes les adaptations et tous les compartiments de la vie, durant l'embryogénèse, mais durant la tumorigénèse, durant la différenciation cellulaire, c'est uniquement grâce à l'épigénétique qu'une cellule musculaire, ça devient une cellule musculaire et pas une cellule de foie, une cellule de cerveau ou ce que vous voulez. Et ça a aussi été montré comme essentiel dans les adaptations cellulaires. Et ça fait que pour le muscle, ça nous intéresse, et ça nous intéresse particulièrement, parce qu'il y a 6 ans, il y a un lien très très fort qui a été montré entre l'utilisation des substrats, donc le métabolisme de la cellule, et ses mécanismes épigénétiques. Puisque quand on va faire du sport, on va consommer des substrats. Et en fait, ces substrats, quand ils vont être dégradés en étapes intermédiaires, en molécules intermédiaires, eh ben, ils vont former ces différentes molécules. Et quasiment toutes ces molécules, elles vont être capables d'aller se fixer sur les histones pour pouvoir jouer sur le niveau de compaction de l'ADN et donc sur l'expression des gènes. Et parmi toutes ces molécules, il y en a une qui nous intéresse particulièrement au laboratoire, c'est l'acide lactique. En fait, c'est un métabolite essentiel de la contraction musculaire. Je pense que si vous faites du sport, vous en avez déjà tous entendu parler. Où il apparaît sur les efforts entre 30 secondes et 6 minutes. Donc on va dire entre 400 et 1500 mètres, suivant la vitesse à laquelle vous courez. Et en fait, cette accumulation d'acide lactique, ce lactate, eh ben, il va pouvoir marquer le génome et probablement il va participer aux adaptations musculaires. Et c'est pour ça qu'actuellement dans le laboratoire, on est vraiment en train d'explorer ça pour comprendre comment est-ce que le lactate il va pouvoir participer à ces adaptations musculaires pour pouvoir mettre en place des traitements chez des patients, par exemple, pour restaurer ces adaptations-là. Et ça fait que pour ça, on a 2 approches différentes. Une première approche qui va pouvoir se faire in vitro, donc on a des cellules musculaires qu'on va cultiver dans des boîtes, et comme ça on va pouvoir ajouter du lactate dans nos milieux de culture par exemple, et là on voit que c'est la lactylation, et ben après 9 heures d'exposition à 25 millimolaires de lactate, on a une augmentation significative de la lactylation, et comme ça on va pouvoir aller étudier quels gènes sont modifiés par cette lactylation, etc. etc. Et par contre, en parallèle de ça, on ne peut pas uniquement baser nos recherches sur le modèle cellulaire parce qu'en fait, ils ne sont pas assez complexes. On a vu que le muscle c'était une dizaine de types cellulaires différents, différents types de fibres, etc., etc. Et donc, on est aussi obligé de s'appuyer sur des modèles animaux où, après acceptation par des comités d'éthique, eh ben, on va faire courir ces animaux sur des tapis de course. Et comme ça, ça nous permet de leur faire accumuler du lactate comme vous quand vous faites de l'activité physique, comme nous quand on fait de l'activité physique. Donc là, par exemple, ils sont à 12 millimolaires de lactate comme un sportif un petit peu classique après un 800 mètres. Et on va derrière, grâce à des anticorps qui vont cibler spécifiquement la lactylation des histones, on va pouvoir regarder le niveau de lactylation dans les fibres. Donc ici, là, vous avez une fibre musculaire, c'est une image qu'on a prise au laboratoire. En bleu, vous avez les noyaux et en rouge, vous avez la lactylation des histones. Et on va pouvoir voir qu'effectivement, comme dans la cellule musculaire, le modèle animal, là, celui-là, c'est un bon modèle pour étudier ça, puisqu'on a bien une augmentation de la lactylation dans tous nos types de fibres grâce à l'exercice. Oui. Est-ce qu'un manque de substrat peut être impactant à long terme et influencer les adaptations, même plusieurs années ensuite ? Alors,
c'est un peu... j'aurais du mal à être catégorique sur ma réponse. Mais c'est sûr qu'un manque de substrat, enfin la disponibilité en substrat va modifier les adaptations qu'on va pouvoir mettre en place, ça, il n'y a aucun doute. Et après, sur le long terme, je n'ai pas de réponse directe à donner, même si il y a des études qui avaient montré que sur les périodes de grande famine, les générations d'après même, allaient avoir des métabolismes différents, parce que les parents avaient connu des périodes de famine. Et donc en fait, ils allaient plus stocker d'acides gras et plus utiliser les acides gras que des populations qui n'avaient jamais connu de famine. Et donc ça, c'est les mécanismes épigénétiques qui dirigent ça, et le métabolisme qui va après derrière influencer lesquels substrats vont être utilisés. Okay. Donc j'aurais tendance à dire oui. Et grâce à ce modèle, par exemple, on a découvert un résultat assez inattendu qu'on est en train d'explorer, et qui est qu'en bleu, vous avez les mâles et en rose, vous avez des femelles. Et en fait, on voit que la régulation du lactate après l'exercice entre les mâles ici et les femelles ici, elle est assez différente, avec des femelles qui produisent moins de lactylation, et qui ont aussi une hétérogénéité de la lactylation qui est beaucoup moins importante, et qui veut dire que ce n'est pas les mêmes mécanismes qui sont mis en jeu, et en allant comprendre ces mécanismes, ça permettra peut-être d'ouvrir des perspectives thérapeutiques à plus long terme. Donc pour finir, je vais finir là-dessus, je suis presque bon en temps. Les objectifs des travaux qu'on mène actuellement au laboratoire, ça va vraiment être de comprendre les mécanismes par lesquels le lactate participe à l'adaptation musculaire. Et pour ça, il faut découvrir quelles protéines sont responsables de cette lactylation des histones. Vu que c'est une thématique qui est vraiment très nouvelle, elle a 7 ans maintenant, en fait on connaît quelques protéines, mais il y en a probablement d'autres qui sont impliquées qu'on ne connaît pas encore. Et après, derrière, d'étudier quels vont être les gènes qui vont répondre à cette lactylation et est-ce qu'on va pouvoir influencer derrière leur expression en bougeant sur cette lactylation. Et ça, les conséquences, l'intérêt de faire ces travaux-là, ça serait à plus long terme de pouvoir développer des interventions thérapeutiques pour aider les patients qui sont atteints de pathologies chroniques à maintenir leur masse musculaire, voire la réaugmenter dans les cas de pathologies chroniques, et pour pouvoir derrière améliorer leur pronostic et améliorer surtout leur qualité de vie. Et ça, c'est notamment un projet sur lequel j'ai la chance de participer, où je co-encadre une doctorante actuellement. Donc c'est sur le blood flow restriction. Et en fait, c'est une technique, c'est un manchon gonflable qui va permettre de venir faire une occlusion des vaisseaux sanguins, écraser un peu les vaisseaux sanguins comme un élastique. Et après, c'est des patients qui ont des insuffisances respiratoires. On va leur faire pédaler très très lentement avec ce système de manchon. Et ce fait qu'ils vont accumuler beaucoup de lactate et beaucoup de métabolites dans le muscle. Et on espère que ça va leur permettre d'améliorer la réponse à l'entraînement. Puisqu'en fait, actuellement, c'est des patients, il y en a 30%, on a beau les réentraîner, ils ne répondent pas du tout au réentraînement, et que ça participe vraiment à l'évolution négative de la maladie. Et donc, on sait que si on arrive à améliorer ce paramètre-là, on va vraiment améliorer la prise en charge de la maladie. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez... Pardon. Bon, j'espère que vous avez suivi à peu près tous les déroulements. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et après, il y a les 3 petites questions classiques de Pint of Science auxquelles je vous laisse regarder. Vas-y, pardon. Au tout début, dans tes premières diapos, tu disais que donc quand même la masse musculaire influençait du coup le pronostic des patients. Ouais. Ça, tu t'es basé là-dessus. Et en fait, tu parles pas, je pense que c'est normal, mais tu parles pas de nutrition, parce que du coup, quand on parle de masse musculaire, donc pour moi, c'est bouger plus, manger bien. Ouais. Et donc, est-ce que tu fais un peu des parallèles liés à la nutrition, parce que ça rentre forcément en jeu. Est-ce que tu pars aussi sur tout ce que tu en as parlé un petit peu, à un moment tu dis une personne qui a fait du sport quand il était jeune, forcément il va répondre un peu plus positif à l'entraînement. Est-ce que aussi tu te bases aussi là-dessus dans ton étude? Enfin, prendre en fait toutes ces choses sur lesquelles tu peux pas agir pour savoir pourquoi une personne va répondre un peu plus positivement. Oui, alors pour la première réponse sur la nutrition, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment central et de plus en plus, d'ailleurs, le métabolisme dans son ensemble revient vraiment à la mode dans la recherche parce qu'on se rend compte que c'est la base de tout et que notamment la nutrition, effectivement, pour pouvoir produire des protéines dans nos cellules musculaires et dans nos cellules en général, il faut amener des protéines par l'alimentation. Et qu'en fait, quelqu'un qui ne mange pas de protéines, il n'y a aucune chance qu'avec un réentraînement, il améliore significativement sa masse musculaire. Après, l'origine des protéines, c'est encore un autre débat et ça peut être plein de choses différentes. Mais il n'empêche que factuellement, il faut des protéines à un moment ou à un autre, qu'elles soient végétales ou animales. Et ensuite, ça fait que le régime alimentaire, effectivement, il va vraiment influencer ce que je disais tout à l'heure, la disponibilité en substrat et aussi un petit peu les voies de régulation et d'adaptation du muscle. Et ensuite, la deuxième question... C'était, et sur la prise en compte du passé des personnes. Oui,
Oui, effectivement. Alors ça, dans le modèle animal, nous, on a moins ce problème-là, parce qu'on cherche vraiment à être dans des conditions standardisées. Par contre, dès qu'on passe chez l'homme, effectivement, il faut à tout prix prendre ça en compte pour comprendre l'évolution de la maladie. Même si moi, la maladie sur laquelle je travaille un petit peu plus, c'est la BPCO, donc c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une insuffisance respiratoire liée aux microparticules. Et en fait, en général, quand même, les gens qui sont atteints de cette maladie, c'est des fumeurs, des gens qui n'ont jamais fait d'activité physique. Et donc, ça fait que forcément, ça aussi, ça va beaucoup jouer sur les réponses. Ouais. Donc, du coup, une masse musculaire moins élevée, et donc ça va influencer. Oui, exactement. Ouais. C'est un peu un cercle vicieux, c'est une spirale du déconditionnement, ça s'appelle. Et donc, ces personnes-là, enfin, pardon de rebondir, mais si tu pars du principe que la masse musculaire sur ces personnes-là, va être augmentée, est-ce que vous avez eu des résultats positifs? Oui, exactement. En fait, donc, sur une population de patients de BPCO que tu réentraînes, il y en a 30% qui sont non-répondeurs. Par contre, il y en a 70% qui sont répondeurs. Et eux, vraiment, ils ont des bénéfices à répondre au protocole de réentraînement. Mais par contre... Oui, c'est ça. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que même s'ils sont répondeurs, entre réentraîner un sujet sain et réentraîner un patient, en fait, il est quand même moins bon répondeur qu'un sujet sain. Mais il n'empêche qu'il réponde et que c'est bénéfique. Merci. Je sais, et moi, il y avait des questions par rapport à l'électrostimulation pour essayer de réentraîner sans stress ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, est-ce que c'était possible d'avoir une réadaptation sans causer de stress, entre guillemets? Alors, je pense que c'est la notion de stress qui... alors, ça dépend si on parle à l'échelle de l'organisme ou à l'échelle de la cellule. À l'échelle de la cellule, l'électrostimulation, c'est une contraction musculaire et donc ça sera toujours un stress. Et pour qu'elle puisse s'adapter, il faut qu'il y ait ce stress-là. Ouais. Par contre, à l'échelle de l'organisme, effectivement, on peut considérer que c'est moins stressant d'être dans son canapé et regarder la télé pendant que les cuisses travaillent. Et ça, c'est effectivement ces approches d'électrostimulation. Par exemple, toujours dans la BPCO, qui est le domaine que je maîtrise le mieux dans la pathologie, c'est beaucoup utilisé, et notamment parce que, vu qu'il y a une grosse limitation cardio-respiratoire, en fait, en utilisant l'électrostimulation, on va moins solliciter le cœur et les poumons qui sont très abîmés, et ça fait qu'on favorise les chances d'avoir un stress cellulaire et donc d'avoir une adaptation. Okay. Vas-y. Moi j'avais une question, c'était sur l'acide lactique. C'est ça qui donne les courbatures, la sensation de courbature? Non. Ah d'accord. Non. En fait, c'est une idée reçue, mais qui est à la vie dure et qui est à la dent dure, c'est pour ça que Mais pendant longtemps, on disait que l'acide lactique, c'était un déchet et c'était mal et il ne fallait pas faire d'acide lactique. Et en fait, en réalité, c'est un substrat qui est hyper efficace pour être réutilisé par les mitochondries des autres cellules, voire même de vos fibres musculaires une fois que vous arrêtez de courir. Et en fait, c'est plutôt un atout d'avoir cet acide lactique, quoi. C'est juste qu'il va nous pénaliser en fin d'effort au bout de 2-3 minutes, mais pour tout le reste, il est plutôt bénéfique. Et les courbatures, en fait, c'est vraiment peu souvent lié à l'acide lactique, je vais y arriver. Ça va plus être, par exemple, les contraintes mécaniques très fortes sur les fibres qui vont déchirer les membranes. Et ça va induire de la mort cellulaire et donc des courbatures. Par contre, l'acide lactique, il est assez peu responsable de courbatures, malgré le fait qu'il soit tellement inconfortable qu'on a envie de l'incriminer quand on a mal aux cuisses, mais en fait, il est innocent. Puis c'est plutôt du lactate en plus. De quoi? C'est plutôt du lactate qu'on accumule que de l'acide. Ouais, alors c'est de l'acide lactique, il est tamponné et donc on accumule plus de lactate, mais ce qui fait mal et ce qui fait qu'on s'arrête, c'est vraiment l'acide lactique. C'est les ions H+ associés au lactate. Parce que dessous de ma question, c'était est-ce que quand on a beaucoup de courbatures, on a bien entraîné son muscle? Pas forcément, c'est pas forcément. En fait, les courbatures, c'est plutôt négatif à l'entraînement parce que vous allez tuer des cellules et ensuite il va falloir refaire des nouvelles cellules. Ça va être très coûteux en énergie, ça prend 3 semaines à peu près. Et c'est vrai que pendant toute cette période de temps, en fait, vous n'allez plus être efficace dans vos protocoles d'entraînement. Et donc, l'idéal pour s'entraîner, c'est d'être à la limite des courbatures et c'est là où vous allez le plus progresser. On note. Ouais. Oui. Du coup, je rebondis sur le BCO et l'acide lactique. Du coup, est-ce que c'est bon et positif d'avoir de l'acide lactique? C'est le goût bizarre qu'on a dans la bouche quand on fait un effort Ouais, ça participe. Ça y participe. C'est un peu... cette performance, est-ce que c'est bien de se dire qu'on va jusqu'au seuil de l'acide lactique à Alors, chaque fois ou à quelle régularité ouais. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux travailler. Si ta spécialité, c'est 400 km en course à pied, produire de l'acide lactique, c'est la filière anaérobie lactique, donc ce n'est pas un déterminant de ta performance. Ça sera plutôt sur les gens qui vont faire du 1500 mètres ou du 400 mètres. Eux, à chaque séance, ils cherchent à monter très haut en acide lactique, quasiment, pour vraiment adapter leurs cellules dans cette filière-là et associer à l'acide lactique. C'est de l'endurance, mieux c'est de faire de l'acide lactique. Non, C'est l'inverse plutôt, ouais. Et par rapport aux BPCO,
je connaissais quelqu'un qui a eu 2 vaisseaux à cause de fumée. Mhm. On lui a dit que ça avait retardé le concert parce que c'est un ancien sportif. À quel point ça rentre à ce point en jeu si, parce que c'était un ancien qui avait arrêté, ou de quelqu'un qui reprendrait à ce moment-là. En toute honnêteté, ouais, ça c'est très très dur de différencier les effets de l'œuf ou la poule ou des choses dans le genre. Et en plus, en raisonnant à l'échelle individuelle, après c'est dur d'extrapoler à l'échelle des populations. Mais globalement, je pense qu'on peut dire que c'est sûr que ça a dû l'aider d'avoir été un ancien sportif pour tous les effets bénéfiques du muscle et ses capacités d'adaptation qui étaient un petit peu meilleures. Par contre, dans quelle mesure ça l'a aidé, ça c'est dur à dire. On a peut-être une dernière question. Sinon, c'est moi qui la pose. Du coup, les courbatures, tu me dis que c'est plutôt des déchirures des muscles. Et Ouais. du coup, tout ce qui est étirement, a priori, ça ne va pas aider. Non, effectivement, très bonne question. Ouais. Ouais. Alors attention, les étirements, c'est pareil, c'est un domaine qui évolue beaucoup. Quand j'étais étudiant, il fallait faire des étirements, maintenant il ne faut plus en faire. Peut-être que dans 10 ans, ça aura changé. Mais toujours est-il que là, il y a un consensus qui marche pas trop mal. Et c'est qu'en fait, le problème des étirements, c'est que si vous vous souvenez de nos sarcomères, là, on a donc, ils coulissent comme ça. Et en fait, à la fin de l'exercice, il y a toujours une partie des fibres qui reste en position contractée, sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, quand on va étirer ces fibres-là, ben, on va arracher les têtes de myosine. On va casser les protéines de myosine parce qu'on va forcer le coulissement. Et donc, ça fait que de faire des étirements juste après une séance de sport, en fait, c'est pas bon parce que vous allez vraiment faire des dégâts aux protéines cellulaires, enfin une partie des protéines musculaires. Et par contre, le mieux, parce que c'est quand même, ça peut être intéressant de faire des étirements, c'est vous allez prendre une douche, vous attendez une quarantaine de minutes, comme ça ces protéines qui restent accrochées, ben, elles ont le temps de se décrocher, de se relâcher tranquillement, et après là vous pouvez faire des étirements et ça peut avoir un bénéfice sans avoir ces problèmes de dégâts au niveau des protéines. Ok, merci encore. Merci à vous. Donc on va faire une petite pause. Vous pouvez vous aller vous dégourdir les jambes, aller remplir vos verres, commander des pizzas en face. Effectivement, on l'entend. Merci beaucoup. Il y a des petits quiz à la sortie pour ceux qui ont envie de participer. Vous verrez, il y a une dizaine de questions. Les 3 dernières sont assez vides. Et c'est sur la présentation du business board, donc elles sont traitées. On n'a pas énormément de stylos, donc essayez. Après, les questions de l'intervenant, vous les avez vues à l'écran, donc peut-être vous avez pu les noter et y réfléchir un peu. Et la première question, là, c'est quelle est la... Attendez, je vous le montre. Vous n'allez rien voir. Attendez. Et c'est à l'envers, non? Ça doit être à l'envers pour vous. Si c'est à l'envers, ça ne sert à rien que je vous le montre, MDR. Donc ouais, quelle est la consommation mondiale de bière en 2025? 260 millions d'hectolitres, 940, 1,46 milliard d'hectolitres ou 1,92 milliard d'hectolitres. Quel massif voit-on directement depuis la place Victor Hugo par temps clair? Ça, c'est à Grenoble. Donc le massif, les 4 massifs proposés, c'est Beldon, Chartreuse, Vercors ou le Mont Blanc. À combien de kilomètres équivaut 1 000 marins ou nautiques? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ça? 1 kilomètre équivaut à 1000 marins ou nautiques. 1852 km, 3301, 8106, 14 050. Qui est Freddy Nock? Je ne sais pas. Un street artiste qui a relooké les cabines. Alors quand il parle des cabines, c'est les cabines de Grenoble. Un funambule qui a marché sur le câble, un funambule qui a marché sur le câble pareil des bulles de Grenoble, un touriste qui est resté une nuit dans une cabine. Freddy Nock. Si on emporte une bière au sommet d'une montagne, la mousse, qu'est-ce qu'elle va faire la mousse au sommet d'une montagne? Elle diminue, elle augmente, elle disparaît, elle devient bleue. Quel est le pays présentant la plus forte densité de brasseries par rapport à sa population? La Suisse, l'Allemagne, les États-Unis ou l'Angleterre? Quel scientifique est associé à Grenoble grâce au laboratoire qui porte ce nom? Isaac Newton, Louis Pasteur, Louis Néel, Albert Einstein. Ça, je le sais, ça. Et ensuite, c'est les questions de l'intervenant qui étaient, que vous avez vu affichées pendant un moment à
à la fin de l'intervention. Voilà, je ne sais pas si vous avez essayé d'y répondre. De nouveau, 20-30 minutes avec Alexandre Proy, du coup, qui est chargé de recherche, c'est ça? C'est ça, à l'INSERM. L'image est bien, les curieux, vous avez le son? Je vais tout de suite laisser la place. Merci, bonsoir à tous. Clovis vous a présenté comment la fibre est capable de s'adapter elle-même en réponse à un entraînement, par exemple. Moi, je vais vous parler de la façon dont la fibre s'adapte via un autre type cellulaire, qui sont les cellules souches du muscle. Et c'est un mécanisme qui est particulièrement important dans un contexte où il y a des lésions musculaires. Alors, ce n'est pas forcément des grosses lésions, ce n'est pas forcément une blessure. Ça peut simplement être des courbatures après une activité un petit peu intense. Et dans ce contexte-là, il y a des fibres qui sont lésées, il faut qu'elles soient réparées par les cellules souches du muscle. Et c'est une des façons qu'a le muscle de s'adapter. Alors moi, tout au long de ma présentation, je vais pas mal vous présenter de méthodes. Et pour commencer, je vais vous présenter l'outil qu'on utilise quasiment tous les jours lorsqu'on étudie le muscle. C'est la réalisation de coupes comme ça. Alors en fait, on part d'un muscle congelé, ça peut être le muscle d'un modèle animal ou une biopsie de patient. Et en fait, on va réaliser ce qu'on appelle des sections transverses grâce à un cryostat. En fait, un cryostat, c'est l'équivalent d'une trancheuse à jambon, mais dans un congélateur. Et ça permet de faire des coupes très fines. Nous, au laboratoire, on aime bien travailler avec des coupes de 8 micromètres d'épaisseur. En fait, on a besoin de coupes vraiment fines pour que la lumière puisse passer à travers, pour qu'on puisse les regarder au microscope. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, 8 microns, ça représente à peu près 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu, donc c'est quand même très fin. Ce qui fait que ces coupes, elles sont transparentes, et pour pouvoir les observer, on a tout un panel de coloration qu'on va pouvoir utiliser pour colorer différentes structures. Ici, je vous ai donné l'exemple d'un marquage vraiment classique, très simple, hématoxyline et éosine, qui permet de marquer les noyaux en bleu, on ne voit pas très bien ici, et le cytoplasme des fibres musculaires en rose. Donc en fait, ici, sur cette représentation-là, chaque rond là, correspond à une fibre. Et c'est un marquage très basique, mais ça permet de voir déjà pas mal de choses. Et notamment, c'est assez utile pour étudier la régénération en réponse à une lésion musculaire. Ici, c'est un modèle, là encore, très classique pour étudier une lésion musculaire. C'est l'induction d'une lésion dans un modèle de souris. Ici, les auteurs, ils ont injecté une molécule qui s'appelle la cardiotoxine et qui est issue de venin de serpent. Et comme vous pouvez le voir, 18 heures après l'injection, on voit déjà des anomalies avec un espace visible entre les fibres musculaires en blanc. 2 jours après l'injection, on peut voir ces taches blanches, pâles. C'est des fibres qui sont en train de nécroser, en train de mourir. Et 4 jours plus tard, il n'y a plus aucune fibre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein de noyaux. Alors la plupart de ces noyaux sont des noyaux de macrophages, des cellules du système immunitaire qui sont là pour éliminer les déchets des fibres musculaires. Et puis il y a donc des cellules souches du muscle qui sont en train de régénérer le muscle. Et comme vous pouvez le voir, c'est très efficace parce que 8 jours après, donc 12 jours après la lésion musculaire, le muscle est quasiment complètement réparé. Et ça fonctionne très bien. Si on réinduit une lésion à ce moment-là, ça se répare à nouveau. C'est vraiment un processus très efficace. Et donc l'actrice principale dans ce mécanisme-là, c'est la cellule souche du muscle. Donc là, c'est un autre type de représentation. Ça, c'est une fibre isolée qui a été marquée avec des anticorps fluorescents. Donc en rouge, on voit la fibre. En bleu, on voit les noyaux. Et puis en vert, on voit la membrane de la cellule souche. Donc on peut voir que c'est une petite cellule qui est vraiment collée à la fibre. On voit, on a l'impression qu'elle s'agrippe un petit peu comme ça à la fibre musculaire. Et on dit que c'est une cellule rare. Surtout lorsqu'on l'étudie, en fait, on a du mal à la trouver. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une cellule rare, c'est qu'on estime à peu près qu'il y a 1 à 2% des noyaux dans un muscle qui sont des noyaux de cellules souches. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont rares. Parce qu'en fait, si on pense au nombre, on peut estimer leur quantité, par exemple, dans un quadriceps comme ça, il y en a à peu près 1 milliard. Donc c'est pas si rare que ça. Ici, pour l'aspect un peu historique, je vous ai mis la première image qu'on a de cellules souches. Donc ça date de 1961.
Et là, c'est de la microscopie électronique cette fois. Donc c'est un peu le même principe, c'est une coupe transverse, une section transverse. Sauf que cette fois, la préparation de l'échantillon est un peu différente. La coupe est beaucoup plus fine, cette fois c'est 50 nanomètres. Et au lieu de faire passer de la lumière ou des photons à travers la coupe, cette fois on fait passer des électrons et ça permet d'augmenter la résolution. Alors on a ce type d'image, c'est pas très visible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Je vous ai mis des masques de couleurs pour vous aider à vous y repérer. Donc en rouge on a la fibre, en vert on a la cellule souche, le cytoplasme de la cellule souche, et puis en bleu on a son noyau. Et déjà vous pouvez voir que c'est une cellule qui est vraiment collée à la fibre, et en fait, de par cette localisation à la périphérie de la fibre, Alexander Mauro, qui a fait cette observation, il l'a appelée cellule satellite. C'est un nom qu'on continue de temps en temps à utiliser. Et vous pouvez voir aussi que la majorité du volume cellulaire est en fait occupée par le noyau. Donc voilà. Et déjà à cette époque-là, en fait, Alexander Mauro, quand il a fait cette observation, il n'avait pas aucune preuve pour savoir quelle était la fonction de ces cellules, c'était juste une observation comme ça. Et déjà, il a eu l'idée que peut-être ces cellules seraient impliquées dans la régénération, parce qu'il a fait de l'imagerie, enfin de la microscopie électronique sur des coupes de muscles squelettiques, mais aussi sur des coupes de muscles cardiaques. Et en fait, le cœur, il n'a pas de capacité à se régénérer, et il a observé qu'il n'y avait pas de cellules de ce type-là dans le cœur. Alors il a proposé que peut-être la capacité de régénération du muscle était liée à la présence de ces cellules. Et c'était assez visionnaire parce qu'il a fallu 50 ans pour vraiment démontrer que son hypothèse était bonne. Pourquoi ça a pris autant de temps? Il a fallu attendre les progrès de la génétique qui ont permis déjà d'identifier un marqueur. Donc un marqueur, c'est un gène qui est exprimé spécifiquement dans un type cellulaire. Et donc ici, dans les années 2000, il a été montré que ce gène-là, PAC7, était un marqueur spécifique des cellules souches du muscle. Une fois qu'on a ce marqueur-là, ça amène plein d'avantages. Le premier, c'est qu'en fait, on peut observer ces cellules autrement que par microscopie électronique. Ce qui fait qu'on peut facilement les compter, par exemple, les suivre au cours de la régénération. On peut faire pas mal de choses. L'autre chose qu'on peut faire, toujours avec les outils de la génétique, c'est qu'on peut développer des modèles de souris KO, ce qu'on appelle KO, knockout, dans lesquels en fait on va invalider l'expression d'un gène. Ça permet de tester le rôle de ce gène. Et ici, ils ont développé donc un modèle de souris KO pour le gène PAC7, et on peut voir que ça conduit à un défaut de croissance, et notamment un défaut de croissance musculaire. Donc ces expériences-là permettent de montrer le rôle du gène PAC7, mais ne permettent pas d'étudier le rôle de la cellule souche. Et pour ça, il a fallu attendre encore un peu une approche assez élégante pour étudier le rôle de ces cellules. C'est un peu compliqué, je vais devoir partir assez loin pour vous l'expliquer. Mais la démonstration est assez jolie et la preuve de concept est très forte. Donc je vais vous parler de toxines diphtériques. Vous avez sûrement tous entendu parler de la diphtérie, cette maladie qui a quasiment disparu parce que maintenant on a un vaccin qui fonctionne très bien. Et on entend ce nom de diphtérie parce qu'on a le vaccin diphtérie, tétanos, polio. Et en fait, donc, c'est une maladie infectieuse qui est liée à une bactérie qui produit cette toxine diphtérique. Et en fait, pour que cette molécule rentre dans la cellule, il faut la présence d'un récepteur spécifique. Et une fois que la molécule est rentrée, grâce à ce récepteur, elle va induire la mort cellulaire. Et le fait qui est intéressant, une caractéristique intéressante, c'est que les souris n'expriment pas ce récepteur. C'est-à-dire qu'elles sont complètement protégées, immunisées contre la diphtérie. Et des chercheurs ont eu l'idée, en fait, de développer un modèle de souris transgénique dans lesquels ce récepteur serait présent uniquement dans les cellules qui expriment le gène PAC7. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'en fait, derrière, si on injecte à ces souris la toxine diphtérique, eh bien, on va pouvoir induire la mort cellulaire uniquement des cellules qui expriment PAC7. Et donc ça va permettre de pouvoir tester la fonction de ces cellules. Donc ils ont fait ça, et derrière, donc, ils ont, après avoir injecté la toxine, ils ont induit une lésion musculaire dans un modèle de souris contrôle avec les cellules qui expriment PAC7, ou dans un modèle dans lequel, grâce à ce principe-là, ils ont déplété les cellules exprimant PAC7. Donc ici, c'est les résultats du groupe contrôle. Donc ça, c'est le muscle qui n'a pas été lésé. Et ça, c'est le muscle qui a été lésé
qui a complètement régénéré, c'est normal, c'est 30 jours après la lésion musculaire. C'est un résultat attendu. Et par contre, dans le modèle déplété en cellules exprimant PAX7, on peut voir que le muscle avant la lésion, celui qui n'a pas été lésé, est normal. Par contre, après une lésion musculaire, aucune régénération. Donc c'est grâce à ce papier-là qu'on peut dire que ce sont bien les cellules qui expriment PAX7, des cellules autrefois appelées cellules satellites, qui sont en fait les cellules souches du muscle et qui permettent la régénération de ce tissu. Juste un petit mot sur les cellules souches, parce que ce terme peut paraître un peu perturbant. En fait, il y a deux types de cellules souches. Il y a les cellules souches embryonnaires, qu'on trouve dans l'embryon, comme leur nom l'indique, et qui sont pluripotentes, elles peuvent devenir n'importe quel type cellulaire derrière. Ici, on parle de cellules souches somatiques, ou cellules souches adultes, qui sont en fait des cellules qui sont visibles à l'âge adulte dans un tissu spécifique, et qui vont être un peu limitées en termes de type cellulaire qu'elles peuvent générer. Par exemple, dans le cadre de la cellule souche du muscle, en fait, elle va soit générer d'autres cellules souches du muscle, donc c'est de l'autorenouvellement, soit des myoblastes, qui sont des cellules qui sont déjà dirigées pour devenir des fibres musculaires et régénérer le tissu. Et dans des situations très particulières, des situations pathologiques ou des modèles expérimentaux, elles peuvent aussi devenir des fibroblastes ou des adipocytes, mais c'est vraiment très rare. Et donc actuellement, on s'intéresse beaucoup à ces cellules parce qu'elles permettraient de protéger dans pas mal de situations pathologiques, en fait. Elles jouent le rôle de protectrice. Et bien souvent, en fait, quand il y a une maladie, une pathologie, c'est que ces cellules souches dysfonctionnent. Et un exemple de ça, c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une maladie rare et grave, une maladie génétique, qui se caractérise par la perte d'une protéine qui s'appelle la dystrophine, qu'on peut voir ici marquée en rouge, qui est en fait sur la membrane des fibres musculaires. Et c'est une protéine qui est vraiment importante dans la structure du muscle. Et en l'absence de dystrophine, comme vous pouvez le voir ici dans un muscle de patient dystrophique, lorsqu'il va y avoir une contraction musculaire assez intense, eh ben, ça va conduire à la lésion des fibres et à de la nécrose. Vous pouvez voir ici, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré dans une situation où on induit une dégénération du muscle. Et en fait, quand on s'intéresse à la progression de la pathologie, on se rend compte que c'est une maladie qui est progressive. C'est-à-dire que chez l'enfant, il n'y a pas de symptômes, quasiment pas de symptômes visibles, parce qu'en fait, à ce stade, il y a déjà de la lésion musculaire, mais elle est complètement compensée par les cellules souches qui régénèrent le tissu au fur et à mesure. Et puis en fait, c'est une maladie qui va s'aggraver au fur et à mesure. On va voir apparaître une faiblesse musculaire, jusqu'à atteindre un stade où on a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Puis les muscles respiratoires vont être impactés également, et puis finalement, ça va conduire au décès du patient aux alentours de 20-30 ans. Et en fait, ce développement, cette aggravation reflète vraiment la réduction au fur et à mesure du développement de la maladie des capacités régénératives du muscle. En fait, les cellules souches du muscle se mettent à dysfonctionner, au bout d'un moment, elles ne fonctionnent plus. Pourquoi? On ne sait pas bien pour l'instant, ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, on cherche à développer des stratégies thérapeutiques où le but, c'est de restaurer la fonction de ces cellules pour maintenir plus longtemps la fonction musculaire de ces patients. Et donc avant de développer des stratégies thérapeutiques, il faut qu'on comprenne comment ces cellules fonctionnent. Et donc ces dernières années, il y a eu vraiment un engouement autour de ces cellules, il y a eu beaucoup d'études publiées. Et ça a permis de montrer qu'elles fonctionnent grâce à 4 stades cellulaires. Donc le premier, c'est la quiescence. En fait, quand il n'y a pas de lésions musculaires, elles sont... J'ai une question. Est-ce que ces observations se retrouvent aussi dans d'autres dystrophies musculaires en dehors de Duchenne, aux dystrophies musculaires tardives ou autres, par exemple? C'est très variable selon les maladies. Enfin, je ne sais pas quelle dystrophie exactement. La personne pensait aux dystrophies musculaires tardives ou autres, mais est-ce que, ouais, je sais pas. J'ai pas de titre, j'ai pas de nom de dystrophie en particulier. Je sais qu'il en existe plusieurs. Il n'y a pas que Duchenne. Est-ce qu'à chaque fois c'est la dystrophine qui est en cause ou pas quoi? À partir du moment où on utilise le terme dystrophie, qui est différent d'atrophie. C'est pas très clair. Il y a des dystrophies qui sont pas liées à de la dystrophine, mais qui sont liées à des défauts de dégénération, régénération comme ça. Ok, d'accord. Mais qui peut être lié à d'autres mutations, d'autres gènes. Bien souvent, dans ces pathologies-là, il y a un défaut de fonction des cellules souches qui se développe au fur et à mesure. En fait, si
dans ces modèles où il y a de la dégénération, régénération, si les cellules souches continuent à bien fonctionner, il n'y a pas de raison pour que le muscle aille mal. Et si en fait on arrive à un moment à avoir vraiment des atteintes musculaires, c'est que c'est d'autres les pathologies cellules avec souches les motoneurones dysfonctionnent. qui sont en jeu et pas la dystrophie. Ok. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément la dystrophie. Qu'est-ce qui cause la destruction des muscles respiratoires? Bah, c'est que c'est des muscles qui se contractent aussi, et en fait... Il y a forcément besoin d'un effort hors norme, entre guillemets, pour détruire des muscles. Ouais, bah, c'est vrai que c'est pas un effort intense, enfin c'est pas une contraction intense effectivement, les muscles respiratoires, mais c'est pourtant des muscles qui sont très atteints dans les dystrophies de manière générale. C'est même l'un des muscles les plus atteints en fait. Et je saurais pas trop vous dire pourquoi. C'est vrai que c'est pas une contraction intense en tout cas. C'est vrai que c'est un peu... Parce que bien souvent, en fait, Clovis vous a parlé des différents types de fibres, et c'est les fibres les plus rapides qui sont atteintes en premier dans les muscles squelettiques et dans les patients atteints de dystrophie de Duchenne. Alors que dans les muscles respiratoires, au contraire, ils sont plutôt équipés de myosine très lente, parce que c'est des muscles qui doivent fonctionner, faire des efforts constants, et pourtant ils sont très atteints. Est-ce que les cellules souches, elles renouvellent aussi les cellules qui meurent de cause naturelle, sans stress parce que toutes nos cellules se renouvellent un jour ou l'autre, tous les X années, suivant l'endroit du corps. Est-ce que les cellules souches ont aussi ce rôle-là, ou c'est un autre mécanisme qui fait qu'elles se renouvellent? Ouais, je réfléchis par rapport aux muscles, mais oui, ça participe là-dedans. Un autre type de cellules souches un peu plus connu, c'est les cellules souches hématopoïétiques, qui renouvellent les cellules sanguines. Et ça, c'est constant, en fait. C'est vraiment elles qui permettent de renouveler ça. C'est un peu moins actif dans les cellules musculaires, parce que les fibres musculaires ont une durée de vie très longue. Mais c'est le cas. Et donc je vous disais que dans une situation où il n'y a pas de lésion musculaire, ces cellules elles sont quiescentes, c'est-à-dire qu'elles sont comme dormantes, elles font rien. Elles attendent une lésion pour être activées et proliférer. Une fois qu'elles prolifèrent, elles se différencient en myoblastes, et ces myoblastes fusionnent pour former de nouvelles fibres musculaires et ainsi régénérer le tissu. Et donc ces différents stades, ils sont bien connus. Il y a des marqueurs qui ont été vraiment caractérisés, par exemple PAC7 pour l'acquiescence, je vous en ai déjà parlé, MyoD pour le stade de prolifération, MyoG pour la différenciation, les myosines au moment de la fusion. Par contre, ce qui est mal compris, c'est qu'est-ce qui régule la transition d'un stade vers un autre? Qu'est-ce qui fait que la cellule s'active? Comment elle sent la lésion musculaire? Qu'est-ce qui fait qu'après avoir proliféré, elle se met à différencier? Elle s'arrête de proliférer, elle se met à différencier. Et qu'est-ce qui déclenche la fusion? Tout ça, en fait, est mal compris, et c'est ce qui fonctionne mal généralement dans les pathologies. Et alors c'est probablement multifactoriel, ce qui régule ces transitions entre ces différents stades, mais récemment, il a été proposé que le métabolisme pourrait jouer un rôle important. Et notamment parce que des différences métaboliques ont été observées entre ces différents stades cellulaires. Les cellules souches quiescentes seraient plutôt dépendantes du métabolisme aérobie et auraient une faible demande énergétique. Au cours de la prolifération, il y aurait une augmentation de la dépense énergétique qui serait compensée par une augmentation de la glycolyse anaérobie. Et puis progressivement, au cours de la différenciation et de la fusion, on retournerait vers un métabolisme plutôt aérobie. Et donc ce qui a été proposé, c'est qu'en ciblant ces voies métaboliques, on pourrait peut-être favoriser un stade cellulaire ou un autre, et ainsi restaurer la fonction des cellules souches du muscle dans des situations pathologiques. Mais en fait, il reste pas mal de choses à faire. Le premier problème avec toutes les études qui ont été publiées, c'est qu'en fait, comment on étudie ces cellules souches, la plupart du temps, c'est qu'on les isole en fait. Et toutes les études qui ont étudié le métabolisme des cellules souches sont toutes basées sur des cellules qui sont isolées. Alors je vous ai présenté ici le protocole classique qu'on utilise pour ça. Donc encore une fois, on part d'un modèle animal transgénique. Donc ici, en fait, les cellules qui expriment PAC7, donc les cellules souches du muscle, expriment également une protéine fluorescente. Donc elles sont fluorescentes en vert. Et donc on va combiner on va récupérer des muscles, on va combiner une dissociation mécanique et une digestion enzymatique pour faire comme une soupe. Et on va faire un tri cellulaire derrière. On va les passer dans un outil dans un appareil qui s'appelle le cytomètre,
En fait, les cellules, elles passent à la queue leu-leu devant un laser. Et on va pouvoir sélectionner certaines cellules d'intérêt, par exemple ici les cellules fluorescentes, et les envoyer vers un tube, alors que toutes les autres cellules, on va pouvoir les mettre à la poubelle. Et donc là, on obtient des cellules isolées qu'on va pouvoir étudier. Et donc le problème avec ces approches-là, c'est que le premier régulateur du métabolisme d'une cellule, c'est son environnement en fait, la concentration en oxygène, la quantité de substrat. Et ici, on perturbe complètement l'environnement, on l'a sorti de son environnement, la cellule, ça peut biaiser les analyses qu'on réalise derrière. Et l'autre chose qui reste à caractériser pour l'instant, c'est que là, on vous a parlé de métabolisme aérobie, anaérobie, on a vraiment simplifié. En fait, si je vous représente une carte à peu près exhaustive du métabolisme d'une cellule, c'est ça. Donc chaque voie métabolique a une couleur. C'est simple. Chaque petit point, ça représente une enzyme. Par exemple, la glycolyse dont on vous a parlé, elle est ici en bleu. Et donc, en fait, le glucose doit rentrer dans la glycolyse par là et le lactate doit se retrouver par là. Et ce qu'il faut voir avec ce schéma, en fait, c'est que tout est interconnecté. Et donc, c'est assez... Enfin, il y a du travail avant de vraiment pouvoir décortiquer quelle voie est activée à quel moment. Est-ce que des modèles informatiques peuvent aider justement à mieux comprendre et rassembler toutes les informations pour créer des simulations et mieux comprendre Il y a des tentatives dans cette direction-là, ouais. On fait beaucoup appel maintenant à des données omics, qu'on appelle, où en fait on va regarder par exemple l'expression de tous les gènes d'une cellule, et ça va permettre de, comme ça, quantifier pour chaque petit point là, pour chaque enzyme, on va pouvoir quantifier l'expression du gène, et derrière on va utiliser des modèles pour essayer de dire en fonction du niveau d'expression, quelle voie métabolique est activée ou pas. Mais pour l'instant on est assez limité parce que le niveau d'expression ne fait pas tout avec ces enzymes, c'est beaucoup des régulations qui sont... Enfin, pour une même quantité d'enzymes, on peut avoir des niveaux métaboliques différents. Et ce qui fait que, pour l'instant, c'est assez compliqué à étudier. Bon. Donc nous, au laboratoire, pour répondre à ces limites actuelles, on a développé une nouvelle approche où en fait on va marquer l'activité d'enzymes impliquées dans ces différentes voies métaboliques sur des coupes de muscles. Donc là, je vais passer le détail du principe du marquage, mais en gros, il est basé sur la formation d'un précipité qui va bloquer la lumière, et donc plus l'enzyme va être active, plus on va avoir de précipité, et plus l'image ici va apparaître comme sombre. Donc là, les fibres qui sont noires là, ont une forte activité enzymatique. Et donc on a développé une quinzaine de marquages pour l'instant de différentes enzymes. Ici, par exemple, c'est une enzyme qui s'appelle la succinate déshydrogénase. C'est une enzyme mitochondriale qui est impliquée dans le métabolisme aérobie. Et on en a une petite quinzaine. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne sur une coupe entière d'un muscle. On peut voir que c'est très hétérogène. Clovis vous a parlé de fibres lentes et de fibres rapides avec des propriétés métaboliques différentes. C'est ce qu'on peut voir ici. Et en fait, derrière, on combine ce marquage avec un immunomarquage, donc on utilise des anticorps fluorescents pour aller repérer certaines protéines d'intérêt. Et dans notre cas, en fait, on va utiliser ces anticorps pour repérer les cellules souches du muscle. Donc ici, on a la membrane de la cellule et puis le noyau. C'est une vue zoomée d'une partie de cette coupe-là. Et en fait, on réalise ce marquage vraiment sur la même coupe sur laquelle on a fait l'activité enzymatique. Ce qui fait que derrière, on va pouvoir repérer la région qui correspond à la cellule souche, et on va quantifier le marquage à cet endroit-là pour pouvoir estimer l'activité de l'enzyme et donc du profil métabolique de cette cellule. Et donc grâce à cette approche, on a pu obtenir des résultats vraiment inattendus. Alors ça illustre ce que je viens de vous dire. Ici on a regardé, parce qu'on peut regarder les cellules souches, mais on peut aussi quantifier le métabolisme des fibres avec cette approche. Et là on peut voir en fait chaque petit point, ça correspond à une fibre. Et toutes les fibres, tous les points d'une même couleur correspondent aux fibres d'un même animal. Et on peut voir la moyenne pour l'animal avec le gros point de la même couleur. Et ici, donc, on peut voir donc l'hétérogénéité dont je vous ai parlé, qui est attendue pour les fibres, avec des fibres avec une forte activité de cette enzyme, qui correspond à des fibres avec un métabolisme oxydatif, et à l'inverse, des fibres avec une faible activité pour cette enzyme, qui correspond à un métabolisme glycolytique. Ça, c'est attendu.
Par contre, ce qui est inattendu, c'est que quand on regarde ces activités enzymatiques au niveau des cellules souches, eh ben on voit le même type d'hétérogénéité en fait, avec des cellules souches qui ont un profil oxydatif et des cellules souches qui ont un profil plutôt glycolytique. Et ce qu'on peut voir aussi sur ces images-là, c'est que en fait, il y a une corrélation entre ces deux paramètres, c'est-à-dire que les cellules souches avec un profil plutôt glycolytique sont sur des fibres glycolytiques. Et les cellules souches plutôt oxydatives sont sur des fibres musculaires oxydatives. Donc il y a vraiment une corrélation entre les deux, ce qui suggère qu'en fait il y a un lien entre ces deux. Soit la cellule souche régule le métabolisme de la fibre, soit la fibre régule le métabolisme de la cellule souche. Et en fait ça on l'a testé, encore une fois avec un modèle de souris transgénique. Alors ici je ne rentre pas dans le détail du nom de cette souris, mais en fait ce modèle permet d'invalider l'expression d'un gène, TSC1, dans les fibres musculaires adultes. Donc là, on va changer l'expression de ce gène uniquement dans les fibres musculaires, pas dans les cellules souches. Et on sait que le fait d'invalider ce gène-là, ça induit un changement métabolique, ça augmente le métabolisme aérobie chez ces souris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe sur les fibres. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le fait d'avoir changé le métabolisme de la fibre, ça a impacté le métabolisme de la cellule souche? Et la réponse est oui. En fait, on peut voir également ici une augmentation de l'activité du métabolisme oxydatif dans les cellules souches. Ce qui montre en fait que c'est le métabolisme de la fibre musculaire qui régule le métabolisme de la cellule souche. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici? Et pour ça, je reviens à ce que vous a un peu présenté Clovis tout à l'heure. Toujours ce modèle de rat qui a été exposé à un tapis roulant, qui a réalisé une activité intense et qui a conduit à la production de lactate et la lactylation des histones, des noyaux des fibres. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on pourrait voir quelque chose de similaire dans les cellules souches du muscle? Donc en fait, on a fait le même marquage là qu'a utilisé Clovis pour regarder la lactylation des noyaux des fibres, mais en le combinant avec le marquage de Paxet pour aller voir la lactylation des cellules souches du muscle. Et en fait, on a pu voir que là aussi, l'exercice induit une augmentation de la lactylation. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est visible dès 6 heures. En fait, dans le muscle, il fallait attendre 24 heures pour voir quelque chose, dans les noyaux du muscle, dans les noyaux des fibres musculaires, pardon. Alors que dans les noyaux des cellules souches, c'est visible dès 6 heures. Ce qui suggère qu'en fait, au cours de l'exercice, le lactate qui va être produit par la fibre musculaire qui se contracte, il va diffuser et atteindre la cellule souche qui va le récupérer et ça va entraîner la lactylation de ces histones. Quelles sont les conséquences de ça? Aucune idée pour l'instant. C'est ce on va travailler là-dessus ces prochaines années. Et juste en perspective, je vous ai parlé un petit peu de la dystrophie de Duchenne. On a pu récupérer des biopsies de patients et on a pu voir des différences métaboliques à la fois dans les cellules souches et à la fois dans les fibres musculaires. Donc l'idée maintenant, c'est de savoir est-ce que ça impacte, est-ce que c'est ces changements métaboliques qui impactent la fonction des cellules souches chez ces patients? Est-ce qu'en ciblant le métabolisme, on pourrait restaurer la fonction de ces cellules souches? Est-ce que ces défauts métaboliques qui sont associés à des défauts épigénétiques? Ça, c'est des questions qu'on va étudier à l'avenir. Donc voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le métabolisme des cellules souches, il joue un rôle majeur dans la régénération du muscle et que la fibre musculaire régule le métabolisme de ces cellules. Et maintenant, donc, est-ce que c'est un mécanisme qui est impliqué dans les adaptations à l'entraînement? Est-ce qu'en ciblant le métabolisme de ces cellules, on pourrait traiter certaines pathologies? Ça va encore nous occuper quelques années. Merci pour votre attention. Quelques questions, on n'est pas hyper en avance, mais on a le temps pour 2 ou 3. Quel est l'avantage pour les cellules Eh ben, c'est un peu comme pour ce qu'on peut supposer, parce que pour l'instant c'est pas clair. En comparant à ce qu'a présenté Clovis, en fait, c'est que la glycolyse, ça permet de produire plus rapidement, une puissance énergétique, on va dire, plus importante. Mais par contre, il y a des limites en termes de capacité. Si on reprend son schéma avec
la bonbonne avec le robinet, là, eh ben, on peut se poser la même question par rapport aux cellules souches et se dire que pour rester quiescente pendant vraiment très longtemps, peut-être qu'elle sera plus efficace qu'elle soit dépendante d'un métabolisme plus aérobie, alors qu'à l'inverse, des cellules souches qui auraient un métabolisme plutôt glycolytique, elles vont être capables de s'activer plus rapidement et en cas de lésion, régénérer le muscle plus rapidement. Donc c'est ce qu'on pense, c'est qu'en fait il y aurait une hétérogénéité comme ça, des cellules souches qui seraient vraiment très quiescentes pour le long terme et des cellules souches un peu moins quiescentes et plus prêtes à réagir pour régénérer le muscle. C'est l'idée qu'on a, mais ça reste à démontrer. Et bien, si on n'a pas de questions, on peut remercier encore Clovis et Alexandre d'être venus. Et avant de vous laisser partir, je vais faire une rapide correction du quiz. Le quiz. On va avoir toutes nos réponses à nos questions. J'ai moins de questions ou pas? C'est pas beau. Ouais, Alors, ceux qui étaient là les soirs précédents, vous êtes familiers avec le raton laveur. Donc on avait une première question qui portait sur la consommation mondiale de bière. Vous avez dû remarquer que le thème des questions c'était Grenoble, la science et la vraiment. Donc la bonne réponse c'était presque 2 milliards d'hectolitres de consommation dans le monde. Donc c'était l'option la plus élevée. Donc c'est environ 24 litres de bière par an et par habitant. On peut imaginer que ce n'est pas homogènement réparti sur le territoire. La deuxième question, c'était sur quel est le massif qu'on voit le plus clairement depuis la place Victor Hugo. La bonne réponse, c'est la Chartreuse, puisqu'on a une vue directe sur la Bastille. On avait une troisième question qui portait sur l'équivalent en kilomètres d'une mille nautique. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de voile. Je pense que certains d'entre vous aussi, puisque vous avez été assez nombreux à répondre la bonne réponse, soit 1,8, 1,9. La quatrième question portait sur Freddie Nock, en demandant qui est Freddie Nock. Ah oui. Alors, Freddie Nock, c'est un funambule qui a marché sur les câbles des bulles à Grenoble dans les années 80. En 2001, pardon. La question 5 demandait qu'est-ce qui se passe si on emmène notre pinte de bière en altitude, ou si on se verse une pinte de bière plus en altitude. Est-ce qu'on va avoir plus de mousse, moins de mousse? Est-ce qu'elle disparaît? Ou est-ce qu'elle devient bleue? La bonne réponse, c'est qu'elle augmente, puisque pour la même quantité de gaz, ça va occuper un volume plus important en altitude, à une pression plus faible. La sixième question demandait quel était le pays qui a la plus forte densité de brasseries par rapport au nombre d'habitants. Alors, beaucoup ont été tentés de répondre l'Allemagne, puisqu'ils boivent beaucoup de bière, mais en Suisse, il y a quand même beaucoup moins d'habitants. Et donc, on a environ 400 brasseries pour les 8 millions d'habitants que compte la Suisse. En même temps, la Suisse, c'était logique. À nouveau, sans doute, parce qu'il y a relativement peu d'habitants. La question 7 demandait quel était le scientifique grenoblois dont un des laboratoires qu'on a ici porte le nom. C'est Louis Néel. Donc sur la presqu'île entre le CEA et le Saint-Clotilde, il y a le laboratoire Louis Néel. Et les trois réponses suivantes, c'était sur la première partie. J'essaie de les retrouver rapidement. Excusez-moi. Donc la première question, c'était sur les cellules satellites. Et on demandait quelle était leur fonction principale. Donc la bonne réponse, c'était assurer la régénération et la réparation des fibres musculaires. Je vous surveille, normalement ils me corrigeront si je fais. La deuxième question demandait quelle était l'association correcte entre le type de fibre et leur type d'effort. La bonne réponse, c'était que les fibres de type 1 sont prévues pour les efforts d'endurance, donc avec un comportement oxydatif. Et la troisième question
demandait quel mécanisme épigénétique peut moduler l'expression des gènes dans le muscle. Et là, la bonne réponse, c'était le marquage des histones par des molécules spécifiques. Félicitations, parce qu'il y a 2 d'entre vous qui ont eu 10 sur 10 au quiz. On peut les applaudir, c'est Adrien et Cécile. Mais 10 sur 10, c'est très fort. C'est très très fort. Et vous les curieux, si vous avez fait le test... Pour vous les partager, on avait une petite question bonus qui demandait quelle est la distance que parcourent les bulles de Grenoble annuellement en kilomètres. Alors la bonne réponse, en fait, c'est environ 58 km. En comptant 2 jeux de bulles, 12 minutes pour faire un aller-retour, environ 700 mètres de câble et environ 4000 heures d'ouverture par an. Donc ça fait quand même, c'est quand même plus important que la circonférence de la Terre. Et donc parmi les deux, la personne qui était la plus proche, c'était Cécile. Donc félicitations. Oui, Cécile. Tu pourras venir nous voir en sortant, on a des petits cadeaux à t'offrir. Et Adrien, on a un lot de consolation. Je vais encore vous remercier, vous, d'être venus ce soir et peut-être à d'autres soirées cette semaine. Remercier nos intervenants qui ont donné de leur temps pour venir parler de leur travail.